semaine 3. Comment tu vas? J'espère que ça se passe pour toi. Et je viens pour cette troisième semaine avec un petit challenge pour toi à essayer d'accomplir cette semaine. Je sais pas si tu as vu, mais il y a pas mal d'entraide qui se passe avec ce confinement, avec ce coronavirus. Et une des choses qui m'a touché, c'est des gens qui ont pris le temps, des jeunes qui prennent le temps d'aller faire les courses pour des personnes plus âgées, des personnes à risque, et du coup ils sont là et ils font les courses pour eux. Et je me suis dit, tiens, ça c'est cool, il y a des gens qui se bougent, qui réalisent qu'il y a certaines personnes autour d'eux qui ont besoin d'aide. Et moi, personnellement, cette semaine, j'ai réalisé un truc qui m'a fait mal au cœur. C'est des élèves qui sont peut-être dans ta classe, qui, depuis 2 semaines, on n'a pas entendu parler d'eux. Ils se sont jamais connectés, ils ont pas apparu, ils n'ont pas rendu de devoirs. Et puis, du coup, moi, ça me fait mal au cœur, parce que je me dis, en fait, ces élèves, je pense qu'ils sont un peu tristes. Je pense pas qu'ils sont forcément en mode ouais, c'est les vacances et puis on fait rien et puis c'est trop bien. Je pense que c'est des fois des élèves qui ont des réels problèmes parce que soit je sais pas, ils ont peut-être pas d'ordi chez eux, peut-être leur téléphone il est tout pété, peut-être ils sont dans un appart où ils sont genre 1000 et puis ils doivent essayer de travailler avec ça, où ils n'arrivent pas à trouver un coin tranquille, au calme pour pouvoir faire leurs devoirs. Et je pense que c'est tes potes. C'est des gens qui sont dans ta classe, que tu connais peut-être beaucoup mieux que nous. Et nous, on peut faire notre possible, les profs, on peut essayer de contacter un peu les familles et autres, mais c'est pas toujours évident. Et moi, je crois que tu as un rôle, toi, à jouer. Tu peux, toi, leur écrire un message sur Instagram, sur WhatsApp, sur TikTok, peu importe. Mais essaye de les contacter, voir comment ils vont. Peut-être qu'ils ont besoin d'aide, peut-être qu'en fait, ils n'ont pas d'ordi, puis qu'ils savent pas qu'on peut en demander et que l'école peut prêter du matériel pour qu'ils puissent travailler. Donc voilà, moi, je te challenge vraiment cette semaine, prends le temps d'essayer de les contacter, d'essayer de voir qu'est-ce qui leur arrive et puis de peut-être trouver avec eux une solution, ou en tout cas d'être là pour eux, pour leur dire que tu penses à eux et que ça leur fasse du bien. Voilà, c'est tout pour moi pour cette semaine. La suite, c'est le cours de bio. Tu peux prendre ton classeur, te préparer et j'espère que ça te plaît toujours autant. Et encore une fois, je t'encourage à poser des questions ici en dessous ou dans ton cours, dans tes devoirs, pour qu'on puisse y répondre, pour qu'on puisse participer et que ce soit pas juste un truc où moi je t'apporte des choses mais que tu puisses aussi y réagir. Voilà, profite bien et bon cours de bio. Ok, alors bonjour à tous. Donc on va attaquer cette dernière partie du chapitre 13 sur la respiration. On va essayer de finir aujourd'hui. Et j'aimerais commencer d'abord par les quelques questions qui m'ont été posées. Pas beaucoup, mais bon, il y en a quelques-uns qui sont quand même lancés. N'hésitez pas, on est là pour ça. Hein, c'est le but quand même de pouvoir prendre aussi vos questions. Alors la première question. Donc c'est Noah qui la pose, qui dit: bonjour monsieur, il y a quelque chose que je n'ai pas compris au niveau des échanges gazeux des alvéoles et des cellules. Je n'arrive pas très bien à comprendre à quoi servent les alvéoles et quelles sont leurs fonctionnalités. Donc on va refaire un petit rappel, on en reparlera de toute façon aujourd'hui, hein, mais on va refaire un tout petit rappel sur cette question des alvéoles. Je vais peut-être la prendre directement ici. Donc pour faire simple, les alvéoles, c'est ces petits ronds ici, donc ça c'est une alvéole. Ce que j'ai fait ici en rouge, donc ça ce serait une alvéole, donc un tout petit sac concrètement dans lequel il y a de l'air qui va rentrer. Donc ça se trouve tout au bout des bronchioles, donc on a ces bronchioles qui sont ces tuyaux qui arrivent ici. Ces tuyaux arrivent dans une grappe d'alvéoles, donc on a ici des centaines d'alvéoles au bout de chaque petite bronchiole. Et donc chaque petite alvéole, c'est un sac. Donc c'est un petit sac qui va se gonfler, se dégonfler, avec l'air qui va venir depuis l'extérieur qu'on a respiré. Donc c'est des mini-ballons, hein, chaque mini-ballon ici, c'est une alvéole. Et puis on avait vu, si on prend l'autre page, on avait vu une alvéole séparément en zoomant. Donc ça c'était ce qui se passait si on zoome sur un de ces petits sacs, un de ces petits ballons, on arrive sur cette situation-là. Donc ça c'est une alvéole. Et le concept c'est quoi? C'est qu'autour de chacune de ces alvéoles, donc de chacun de ces tout petits ballons, on va avoir un vaisseau sanguin qui va passer tout près pour pouvoir faire les échanges donc récupérer de l'oxygène,
enfin, mettre de l'oxygène dans le sang et récupérer du CO2 dans l'alvéole. Donc chaque alvéole ici, on en a je crois 700 millions dans les poumons, va faire ce rôle d'échange de gaz avec le sang qui passe tout près. Donc c'est ça une alvéole, je ne sais pas si ça répond à la question, j'espère. Et puis donc on avait vu ça aussi la dernière fois, que ensuite ce sang qui est ici rempli d'oxygène va se déplacer et va finir par arriver ici vers les cellules. Et en fait, le but c'est quoi? C'est que ces cellules, toutes ces cellules-là puissent recevoir de l'oxygène depuis le sang et puissent évacuer du CO2 à chaque fois dans l'autre sens. D'accord? Donc les cellules, c'est les cellules de tout le corps. Donc c'est les milliards de cellules que tu as dans le corps qui vont toutes devoir recevoir du sang ici à travers les vaisseaux sanguins. Et donc c'est les alvéoles au début qui ont pu faire l'échange pour remettre du bon de l'oxygène dans le sang. D'accord? Donc je ne sais pas si c'est assez clair. S'il y a encore des questions, n'hésitez pas, parce que ça, il faut que ce soit très clair pour tout le monde. Donc j'espère que ça répond un peu à la question qui a été posée. Deuxième question, c'est Emma donc qui pose pour la page 7, que se passe-t-il si je souffle dans le tuyau? Alors on va reprendre la page 7, donc c'est cette page-là. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc elle pose la question, elle demande qu'est-ce qui se passe si on soufflait dans le tuyau, hein, donc si ici on venait avec, effectivement, on s'amusait à venir souffler pour faire gonfler le ballon. Alors effectivement, ça ferait aussi gonfler le ballon, hein. Donc en théorie, si tu souffles ici, ça gonfle le ballon, mais dans la réalité, il n'y a personne qui souffle, sauf si tu fais du bouche à bouche par exemple, hein. Donc si tu as une personne qui est inanimée puis qui ne respire plus, quand tu vas faire du bouche à bouche, tu vas en fait souffler de l'air dans ses poumons à la personne pour les faire gonfler, en plus de faire un massage cardiaque, etc. Mais comme son muscle à la personne ne fonctionne plus pour tirer vers le bas, pour faire de l'espace pour gonfler le ballon, il faudra souffler dans sa bouche pour pouvoir faire gonfler ses poumons, pour pouvoir du coup qu'elle ait quand même de l'air qui soit dans ses poumons. Mais normalement, personne ne souffle dans les poumons de quelqu'un. Normalement, c'est juste pour pouvoir respirer. On va comme ça faire de la place dans les poumons et ça va en fait gonfler le ballon automatiquement puisqu'il y a un trou ici qui peut faire rentrer l'air. Donc normalement, personne ne souffle, sauf effectivement si on a une personne qui est inanimée puis qu'on lui fait du bouche à bouche. Donc voilà pour les questions. Et aujourd'hui, on va continuer avec donc, la page 11 du chapitre 13. On va terminer le chapitre 13 aujourd'hui. Et la page 11, elle nous propose d'abord une petite expérience pour comprendre en fait qu'est-ce qui se trouve dans l'air autour de nous. Donc en gros, on sait qu'on respire tous de l'air, mais c'est peut-être pas forcément clair pour tout le monde. Qu'est-ce qui se trouve dans l'air qu'on respire? Est-ce que c'est de l'oxygène? Est-ce que c'est du CO2? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc on va essayer de comprendre un petit peu à l'aide de 2-3 expériences qu'est-ce qui se trouve dans l'air qu'on respire. La première expérience, alors je ne peux pas vous la faire malheureusement, mais je vais vous mettre une petite vidéo qui l'explique. Mais on va d'abord juste comprendre qu'est-ce qu'on était censé faire si on pouvait le faire en classe. Alors, on aurait dû prendre normalement 2 éprouvettes, donc ces 2 espèces de petits bocaux, qui sont remplis à moitié avec ce qu'on appelle de l'eau de chaux. Dans l'eau de chaux, vous allez voir, c'est un liquide transparent. On dirait de l'eau, hein, mais c'est quelque chose de beaucoup plus toxique que de l'eau. On ne peut pas le boire, il faut faire attention. On aurait pris une paille et puis une seringue de 50 millilitres, donc une seringue pour pouvoir injecter de l'air par la suite. Ce qu'on aurait dû faire à la base, ce qui aurait été prévu, c'était qu'avec la paille, on aurait soufflé 10 fois dans la première éprouvette. Donc on prend la paille, on la met dans une des éprouvettes qu'on a avec l'eau de chaud, et on souffle 10 fois dedans. Ça, c'est ce qui se passe, ça aurait montré l'expérience de qu'est-ce qui se passe quand on a de l'air expiré, donc de l'air qui sort de nos poumons, qui rentre dans l'eau de chaud. Et ce qu'on aurait fait ensuite, c'est avec la seringue, donc de l'air ambiant, on aurait envoyé 10 fois de l'air dans la deuxième éprouvette. Et ça aurait été pour expliquer ce qui se passe avec l'air inspiré. En fait, l'air qui est autour de nous quand elle n'est pas passée dans nos poumons. Hein, donc si maintenant vous regardez autour de vous, dans votre pièce, vous avez une certaine quantité d'air qui est là, et puis on aimerait savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Et puis on s'intéresse aussi à savoir qu'est-ce qu'il y a comme différence avec l'air qui sort directement de nos poumons quand on expire. D'accord? Et puis du coup, on va regarder la petite expérience pour comprendre ce qui se serait passé.
Donc voilà, je vais essayer de vous expliquer. Je vais pas mettre le son parce que c'est plus simple que je vous explique moi-même. Donc voilà un petit peu l'expérience qu'on aurait pu faire. Donc on a, comme c'est expliqué, les deux éprouvettes. Une dans laquelle on a de l'air inspiré, donc c'est en fait là-dedans qu'on ferait avec la seringue, et une où on a mis de l'eau chaud dans laquelle on veut l'air expirer. Donc là, on aurait soufflé avec nos propres poumons de l'air qui passe de là. On a mis dedans de l'eau de chaud, hein, donc c'est pour tester justement qu'est-ce qui se passe quand on a du CO2 qui arrive dedans. Donc le dispositif qu'il a préparé, c'est un truc un petit peu spécial. Il y a deux tuyaux qui vont être connectés directement à ces deux éprouvettes, et puis avec un mécanisme pour pouvoir d'abord souffler, enfin avoir de l'air inspiré, et de l'autre côté avoir de l'air expiré. Je vais vous montrer une fois qu'il sera en train de le faire comment ça fonctionne. Donc il fixe d'abord ces deux choses-là pour pouvoir voir ce qui se passe. D'abord, donc vous avez vu, hein, les deux tuyaux ici sont reliés à une espèce de pièce buccale avec laquelle il peut souffler ou aspirer avec sa bouche. Et puis donc au début, voilà ce qu'il fait. Donc là, il est en train d'aspirer. Donc il a mis sa bouche dans le tube et puis il est en train de aspirer. Et du coup, puisqu'il est en train d'aspirer, qu'est-ce qui se passe? Je vais juste mettre pause. Donc en fait, l'air, puisque lui, il est en train d'aspirer de l'air vers le haut ici, hein, je ne sais pas si je peux dessiner là-dessus, oui. Il est en train d'aspirer de l'air vers le haut. Donc, l'air, elle passe ici, elle rentre dedans et elle fait des bulles. Hein, donc, les bulles qui sont ici, c'est de l'air qui vient de l'extérieur, qui est en train de rentrer dans le tuyau, faire des bulles, puis ensuite ça monte pour aller vers ses poumons. D'accord? Donc, il est en train de tirer. Donc, les bulles qui sont en train de se faire ici, c'est bien des bulles d'air inspirées, hein, qui viennent de l'air ambiant autour de lui. Ok? Donc ça, c'est la première partie. Donc, je fasse tout ça qu'on puisse voir un peu la suite. Donc là, il fait des bulles. Hein, et puis, donc, voilà la suite. On voit que en ayant fait les bulles, l'eau de chaud ici en bas, elle est restée transparente. Il n'y a rien qui a changé. C'est la même couleur qu'au début. Vous ne pourriez pas dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Maintenant, il va souffler dans le tube de l'autre côté. Donc quand il souffle, on va juste mettre pause. Donc là, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de souffler. Donc maintenant, c'est le contraire. L'air qui vient de ses poumons est en train de descendre ici par le tuyau, rentre là-dedans et fait des bulles. Donc les bulles qui sont maintenant en train de se former dans ce deuxième bocal, c'est des bulles d'air qui viennent directement de l'air de ses poumons à lui. Donc c'est pour ça qu'il a écrit air expiré. Et là, on va voir qu'il y a un truc qui va se passer. Je vous laisse regarder un petit peu le temps que ça prend un petit peu de temps pendant qu'il est en train de souffler. Mais il va y avoir un changement. Donc là, on voit qu'il fait des bulles, il fait des bulles. Et progressivement, le liquide qui était transparent, donc l'eau de chaud qui était transparente dans le deuxième bocal, vous voyez que ça commence à devenir trouble. Hein. On commence à voir que c'est plus très transparent, hein, parce que les bulles d'air expiré ont fait quelque chose dans la deuxième expérience. D'accord? Donc c'est pas pareil. L'air inspiré et l'air expiré, elle est différente. On va expliquer pourquoi, mais vous voyez que ici, c'est tout trouble, hein, un peu comme du lait, hein, alors que ici, l'eau est restée transparente. Alors, comment on explique ça? En gros, ce qui s'est passé, c'est que, on a dit, hein, l'air qui est rentré au début par là, c'était de l'air ambiant. Donc l'air ambiant, dans l'air ambiant, il y a très peu de CO2. D'accord? Donc on peut même noter donc peu de CO2 dans l'air ambiant. Peu ou pas, hein, donc je dis peu parce que je sais qu'il y en a un tout petit peu, mais là l'expérience montre qu'il n'y en a pas, hein, ça n'a rien fait, ça n'a pas fait changer de couleur. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait l'eau de chaud, elle a une particularité, c'est que quand on la mélange avec du CO2, donc si on met du gaz CO2 dans l'eau de chaud, ce qui se passe, c'est qu'elle devient toute trouble. Donc l'air qui venait d'ici en bas et qui a fait des bulles là-dedans, on voit qu'elle a fait changer de couleur, changer d'apparence l'eau de chaud. Ça nous dit que si ça a changé, alors ça veut dire que dans l'air expiré, donc contient
du CO2. Donc l'air, une fois qu'il est passé dans nos poumons, une fois qu'il revient ici en haut depuis nos poumons, eh ben, il a à l'intérieur du CO2 et ça fait comme ça changer de couleur le liquide, l'eau de chaud qui réagit en fait. D'accord? Donc c'est une expérience qui nous montre que même si on ne peut pas le montrer quand on regarde quelqu'un qui respire, ben, cette expérience nous montre que oui, il y a une différence. Dans l'air qu'on inspire, donc l'air avant qu'elle rentre dans nos poumons, elle n'a pas de CO2 dedans, ou en tout cas très très peu. Et l'air qu'on expire, qui sort de nos poumons, elle contient du CO2, puisque ça fait réagir, ça fait changer de couleur l'eau de chaud qui est ici dans l'expérience. D'accord? Donc voilà, ça c'est la première expérience qu'on a pu montrer. Donc avec tout ça, on peut écrire 2-3 choses sur l'expérience qui s'est passée. Et donc, dans ton classeur, ce que tu peux noter, c'est ça, c'est l'eau de chaud dans laquelle on a soufflé avec la paille s'est troublée et apparaît blanchâtre. On a vu que c'était un peu blanchâtre, opaque. Au contraire, l'eau de chaud dans laquelle on a envoyé de l'air avec la seringue est restée transparente. D'accord? Donc ça, c'est le constat de l'expérience. Pour l'instant, on n'a pas expliqué ce qui s'est passé là-dedans. On explique juste qu'est-ce qu'on a vu. Donc ça, je te laisse mettre pause et tu peux l'écrire dans ton classeur. Ensuite, représente le schéma par les résultats par un schéma. Donc ça, tu peux faire, si tu veux, le schéma avec les deux petits béchers et puis les tuyaux. C'est pas très important. Si tu as compris l'expérience, tu pourras toujours la revoir. Et surtout, ensuite, on va expliquer les résultats. Alors, il y a pas besoin de tout écrire. Ce que tu peux en tout cas écrire, s'il te plaît, dans ton classeur, c'est la première partie. Donc c'est cette première partie-là. Je vais la mettre en jaune. Donc toute cette partie-là, ça tu peux écrire. Tu peux noter qu'on a vu que l'eau de chaud réagit avec le gaz carbonique, ça on l'a dit, hein, donc le CO2 fait réagir l'eau de chaud. Il y a donc du gaz carbonique dans l'air expiré, puisque ça réagit. Mais pas, ou en tout cas pas suffisamment, pour le détecter dans l'air inspiré. Donc dans l'air qui était avant qu'on inspire, là on n'a rien vu, on n'a pas vu de CO2, puisque les bulles n'ont pas fait changer la couleur de l'eau de chaud. Pour expliquer plus, hein, ceux qui sont intéressés pour aller un petit peu plus loin, voilà ce qui se passe en fait chimiquement avec l'eau de chaud. Donc l'eau de chaud, c'est cette partie-là, hein, c'est du CaOH2. Donc ça, c'est la formule chimique pour expliquer ce que c'est l'eau de chaud. Et en fait, si tu mélanges du CaOH2 avec du CO2, donc avec du gaz carbonique, ce qui va se passer, c'est que ça va faire une réaction chimique. Hein. Cette flèche dit que quand tu ajoutes ça ensemble, ça réagit, ça fait une réaction chimique. Et ça crée quoi? Ça crée du H2O, donc ça crée de l'eau. Donc ça va pas se voir. Par contre, ça crée aussi du CaCO3, d'accord? Et ça s'appelle du carbonate de calcium. Et ça, en fait, c'est du calcaire. Hein. C'est ce que tu retrouves dans ta salle de bain qui fait des traces blanches quand tu as de l'eau qui coule pendant longtemps et puis que ça devient un peu, presque un peu, on dit que c'est sale, hein, mais en fait, c'est du calcaire. Donc ça devient solide. Et puis, ce carbonate de calcium, lui, il n'est pas transparent. Hein. L'hydroxyde de calcium ici, le CaOH2, il est transparent. Donc ça ne va pas se voir. Par contre, le CaCO3, lui, ça devient un précipité, ça devient quelque chose de solide. Et ça va se voir, en fait, dans ton bocal, dans ton bécher. Et c'est pour ça que l'eau, elle devient troublée, elle devient blanchâtre. D'accord? Si tu n'as pas compris tout ça, c'est pas grave. Hein. Le but, c'est vraiment d'avoir compris cette première partie. Mais ça, je t'explique parce que voilà, comme ça, tu comprends un petit peu la chimie de ce qu'il y a derrière. Donc, tu peux prendre le temps maintenant pour mettre pause. Tu peux noter tout ça dans ton classeur. Et puis ensuite, on va passer à la deuxième expérience. Alors, la deuxième expérience, c'est toujours la même chose. On essaie de savoir s'il y a une différence entre l'air inspiré et l'air expiré. Mais cette fois-ci, au niveau de la quantité d'eau, de la vapeur d'eau qu'on trouve à l'intérieur. Hein, tu sais que dans l'air que tu vas expirer, il y a un peu de vapeur d'eau qui vient de ton corps. Mais la question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a aussi un peu de cette vapeur d'eau dans l'air qu'on inspire? Et ça, on peut le voir facilement à la maison. Alors, tu peux toi-même faire l'expérience si tu veux. Il te faut juste une vitre un peu froide. Donc, s'il ne fait pas trop chaud dehors en ce moment, que tu n'as pas le soleil qui tape en plein dans la fenêtre, ça devrait marcher. Et puis, alors, si tu n'as pas une seringue, tu peux essayer de trouver, je sais pas moi, un petit truc même je sais pas, quelque chose, une petite pipette, quelque chose qui puisse souffler un peu d'air, si tu trouves ça chez toi. Moi, je vais essayer de te faire une petite vidéo de ça, je sais pas trop comment, pour te montrer la différence entre les deux, entre l'air inspiré et l'air expiré.
Alors, j'essaie de te montrer ça depuis chez moi à l'arrache comme je peux. Donc, première chose qu'on peut essayer de faire, c'est avec une petite pipette. Donc, je sais pas si tu vois ma main, voilà. Donc, j'ai pris une petite pipette comme ça qui permet de souffler un peu d'air et je vais souffler cet air sur la vitre. Et si tu regardes, en fait, si on voit ce qui se passe, quand je souffle l'air sur la vitre, ben, il n'y a rien qui se passe. Hein. Il n'y a pas de la buée qui se crée. Donc là, ça montre que l'air inspiré, l'air qui est autour de moi, et que j'essaye de respirer, il n'a pas d'effet. Hein. Il n'y a pas de l'eau, en tout cas, il n'y a pas l'air d'avoir de vapeur d'eau, puisque quand je souffle sur la vitre, il n'y a pas de la buée qui se crée. D'accord? Par contre, maintenant, si avec ma bouche, je vais aller souffler de l'air qui sort de mes poumons, je ne sais pas si ça se voit très bien, mais il y a eu de la buée qui s'est créée ici. Hein. On voit que, d'ailleurs, je peux l'enlever comme ça avec le doigt. Donc cette buée, qui vient depuis mes poumons, hein, ça montre qu'il y a effectivement quelque chose qui s'est passé, et en tout cas, il y a de la vapeur d'eau qui va sortir de mes poumons. Donc voilà, je ne sais pas si c'était très clair, en tout cas j'ai essayé de le faire au mieux que je pouvais avec les moyens du bord, mais donc vous pouvez le faire à la maison aussi, et puis donc on voit qu'il y a eu un truc qui s'est passé. Alors là aussi, on peut aller noter les résultats. Donc si on regarde, si on note ici, ce que vous pouvez noter comme observation, ben, d'abord c'est que la vitre froide sur laquelle on a soufflé s'est couverte de buée, donc c'est avec l'air qui venait de mes poumons, qui sortait de ma bouche. Au contraire, la vitre froide sur laquelle on a envoyé de l'air ambiant avec la seringue est restée transparente. D'accord? Donc ça, c'est de nouveau, on explique ce qu'on a vu. Hein, on n'explique pas forcément encore pourquoi, mais on explique ce qu'on a vu. Et puis, bah, je vous l'ai déjà expliqué un petit peu. Vous pouvez noter, enfin ouais, je vous laisse peut-être le temps de mettre pause et puis d'écrire ça dans votre classeur. Et puis ensuite, donc expliquer le résultat, bah, c'est qu'il y a donc de la vapeur d'eau dans l'air expiré. Donc quand je souffle, j'expire de la vapeur d'eau en même temps, mais il n'y en a pas, ou en tout cas de nouveau pas suffisamment, dans l'air inspiré, dans l'air ambiant. Donc dans l'air qui est autour de nous, il y a a priori assez peu de vapeur d'eau par rapport à ce qui se trouve, ce qui sort de nos poumons quand on expire. D'accord? Donc ça nous amène à la page 13 avec donc ce tableau et cette réflexion entre ce qui se passe concrètement entre l'air inspiré et l'air expiré. Donc on te dit air inspiré et air expiré, quelles sont les quantités de gaz que tu respires? À l'aide des deux expériences qu'on vient de faire, complète le tableau ci-dessous en estimant si les quantités de gaz contenues dans l'air inspiré ont augmenté ou diminué ou n'ont pas changé. D'accord? Donc on te dit d'abord dans l'air inspiré comment c'est, donc ça je vais peut-être déjà te le commenter un petit peu, et puis après tu essaies de voir si ça a changé ou pas quand on a l'air qui est cette fois-ci expiré. Donc regardons d'abord vite fait ensemble ces chiffres. Donc ce qu'on te dit ici, c'est que quand tu as de l'air inspiré, donc l'air ambiant autour de toi, donc si tu sors dehors, tu n'as pas le droit de faire maintenant, mais si tu sors dehors, tu verras qu'il y a de l'azote en fait à 78%. Donc c'est beaucoup, hein, presque tout l'air que tu vas en fait respirer, c'est de l'azote. L'azote, on n'en a pas beaucoup parlé en classe, parce qu'en fait l'azote dans le corps il sert à rien. Le corps il s'en fout, il n'utilise pas l'azote pour fonctionner. Donc cet azote, les 78% d'azote, on va les inspirer et tu vois après c'est marqué expirer, pareil. Ils vont rentrer, ils vont passer dans les poumons et ils vont ressortir pareil, il n'y aura rien qui se sera passé. Maintenant, on a encore d'autres gaz maintenant qui nous intéressent plus. On a l'oxygène, 21%. Donc, en fait, c'est presque tout ce qui reste. Hein. Donc, si on prend oxygène et azote ensemble, on a déjà presque 100%. L'oxygène, lui, il va aussi rentrer dans les poumons. Maintenant, on te demande à côté d'écrire qu'est-ce qui va se passer ici quand l'oxygène sera passé dans les poumons. Est-ce qu'il va y en avoir après plus, moins ou la même chose une fois que l'oxygène sera ressorti de tes poumons, que l'air sera sorti de tes poumons. Tu fais pareil pour le CO2, donc le gaz carbonique, on a dit que c'était 0,03%, donc il n'y en a pas beaucoup dans l'air autour de nous. Pareil, ici, notez si c'est plus, moins ou égal. La vapeur d'eau, on en a environ 0,04% dans l'air qu'on inspire. Est-ce que c'est plus ou moins dans l'air qu'on expire? Et il y a encore d'autres gaz, hein, il y a une petite quantité de quelques autres gaz qui traînent, et là aussi savoir qu'est-ce qui se passe après qu'on ait expiré l'air.
Donc remplir cette colonne-là avec des plus, des moins, des égales, en ayant, si possible, bien compris ce qu'on vient de faire dans l'expérience. Je te laisse 2 minutes pour faire ça, tu mets pause, et puis après, on va corriger ensemble. Donc, si tu as bien suivi ce qu'on a raconté avant, normalement, tu as dû mettre les bonnes réponses, c'est-à-dire l'oxygène, une fois qu'il est passé dans les poumons, il va y en avoir moins. À la sortie, l'oxygène dans les poumons, il a été utilisé, donc une fois que l'air va ressortir, il y aura moins d'oxygène qu'au début. On verra après quelle quantité. Le CO2, par contre, il y en a plus. On s'est débarrassé du CO2, donc il y en avait très peu dans l'air ambiant à la base, mais on en a maintenant plus puisque le corps s'est débarrassé du CO2 qu'il n'avait plus envie d'avoir dans le corps. La vapeur d'eau, il y en avait très peu, il va y en avoir plus quand on va expirer. Je vous ai fait la démo avant sur la vitre. Et les autres gaz, ils vont rester égaux. Donc les autres gaz, de nouveau, s'ils ne sont pas utilisés dans le corps, ils vont rentrer et ensuite ressortir avec la même quantité qu'à l'entrée. On vous met une petite attention ici que ces valeurs, c'est l'air au niveau de la mer. Donc vous imaginez bien que si vous montez au sommet de l'Himalaya, il y aura beaucoup moins d'oxygène disponible que 21%, d'accord? Donc ces valeurs-là, elles vont changer en fonction de où on se trouve sur la planète, à quelle pression, et même si vous êtes chez vous, ça va changer d'un jour à l'autre, en fonction de la pression atmosphérique que vous allez avoir. Donc c'est des choses qui peuvent un petit peu varier, mais voilà, des chiffres qu'on pourrait avoir en tout cas pour un jour donné au niveau de la mer. Ok? Donc ça, c'est pour essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. J'espère que c'est clair. Donc quand on inspire de l'air, ça c'est avant que ça passe dans nos poumons. Et une fois qu'on va expirer, l'air ambiant, enfin l'air qui est passé dans nos poumons, va perdre de l'oxygène, gagner du CO2 et gagner de la vapeur d'eau. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre donc les chiffres qui sont ici en haut, puis on va essayer de comparer, expliquer un petit peu ces différents gaz dans la partie B en dessous. Je vais prendre le corrigé pour que ça aille un peu plus vite directement. Donc voilà les chiffres et les choses qu'on peut noter. Alors il y a pas mal de choses à noter, mais prends le temps tranquillement d'écrire tout ça. S'il n'y a pas de place, tu peux faire ça sur une feuille à côté. Alors, on te dit, première chose, l'air inspiré, donc l'air ambiant, contient principalement de l'azote. C'est ce qu'on a dit avant. Donc il y a principalement de l'azote et en deuxième, c'est l'oxygène qui est présent. Donc il y a environ 4/5 d'azote et 1/5 d'oxygène, à peu près. D'accord? Donc environ 20% d'oxygène dans l'air qu'on va respirer et 80% d'azote. Le gaz carbonique et la vapeur d'eau sont en très faible quantité dans l'air inspiré, donc dans l'air ambiant. Il y a autant d'azote dans l'air inspiré que dans l'air expiré, donc l'azote n'a pas changé. L'azote n'est donc pas utilisé par le corps. Donc ça, c'est bien à souligner. L'azote, il ne va pas interagir avec le corps. Je fais une mini parenthèse. Tu peux attendre avant d'écrire la suite. L'azote, il y a une situation dans laquelle il pose des gros problèmes. En fait, l'azote, ce qui va se passer, c'est que, bien sûr, si on est sur Terre, normalement en train de vivre, il ne va rien se passer. Maintenant, il y a un petit problème quand on fait de la plongée. Vous avez peut-être déjà fait de la plongée dans votre vie. Quand on fait de la plongée, en fait, plus on va aller profond, plus l'azote va en fait rentrer dans va commencer à rentrer dans le sang. Je mets un petit dessin ici juste pour illustrer un petit peu de quoi on parle. En fait, quand la personne qui fait de la plongée, elle va descendre, alors seulement si elle le fait avec des bouteilles, donc si elle le fait tranquillement en respirant au fur et à mesure qu'elle descend le plus profondément. Alors là, vous avez d'ailleurs même des images de gens qui font de l'apnée, donc qui descendent et qui remontent d'un coup. Là, ça va pas se produire parce que ça a pas le temps, ça a pas le temps de faire ça. Mais quelqu'un qui fait de la plongée, il va devoir descendre, donc il peut descendre assez rapidement, assez profondément, peut-être pas aussi loin, mais je sais pas, 60 mètres, à 30 mètres. Puis quand il va descendre, en fait, cette pression supplémentaire qu'il y a sur ses poumons, ça va faire qu'en fait, l'azote qui normalement ne fait rien, va en fait passer dans le sang, va rentrer dans le sang. Alors techniquement, c'est pas très grave en soi, tant qu'on est sous l'eau, mais vous avez peut-être déjà vu ou peut-être déjà fait ça en plongée, quand vous allez remonter en plongée, vous pouvez pas remonter et dire ah bah j'ai faim, maintenant je remonte, hop, je suis en haut. Parce que si vous faites ça, vous allez avoir des graves problèmes et ça peut même être très dangereux. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on peut descendre assez rapidement, mais quand on remonte, on doit faire des paliers. Donc la personne qui a plongé à 50 mètres,
elle va devoir s'arrêter plusieurs minutes à 40 mètres, à 30 mètres, à 25 mètres, à 20 mètres, etc. Elle va devoir faire des stops tout au long de sa montée, pendant plusieurs minutes à chaque fois, pour une raison simple, c'est qu'en fait, il faut laisser ressortir l'azote du système sanguin. En fait, l'azote, il est, à cause qu'on a appuyé, à cause de la profondeur, il est rentré dans la circulation sanguine. Et puis, du coup, il faut laisser du temps pour qu'il ressorte. Parce que sinon, si on remonte d'un coup, en fait, quand on arrive à la surface, ben, l'azote qui était devenu liquide, enfin, qui était sous pression, donc il était devenu liquide, ben, il va redevenir gazeux et on aura des bulles d'azote dans le sang. Et ça, c'est super dangereux. D'accord? Donc, enfin, on peut en mourir. Donc voilà, en gros, l'azote, oui, effectivement, selon le schéma, c'est juste. Il y a effectivement rien qui va se passer. L'azote, il va pas être utilisé par le corps, mais faites attention, en plongée, on peut avoir ce petit souci, enfin ce souci assez important d'ailleurs avec l'azote dans cette situation-là. Ensuite, on vous dit qu'il y a de l'oxygène dans l'air qui est expiré, ça c'est intéressant, parce que des fois je pense qu'on n'y pense pas, hein, donc ça c'est peut-être à bien souligner. Il y a de l'oxygène quand j'expire. Hein, environ 4 cinquièmes de ce qui a été inspiré. Donc, à chaque inspiration, j'arrive en fait à utiliser seulement 1/5 de l'oxygène qui rentre dans mon corps. Je ne peux pas tout utiliser en une fois. Donc, si je pouvais reprendre l'air que j'expire, par exemple dans un sac plastique, ben, techniquement, je pourrais la respirer, cette air, en tout cas 4-5 fois de plus, et il y aurait encore de l'oxygène dedans. Alors, il n'y en aurait pas 10 fois, donc il faut faire attention, hein, c'est pas infini, mais voilà, on n'utilise pas tout d'un coup. Donc la quantité d'oxygène est plus faible dans l'air expiré que dans l'air inspiré, ça on a compris, hein, quand on va, il y aura moins d'oxygène, mais cette baisse correspond environ aux quantités supplémentaires de gaz carbonique et de vapeur d'eau apparue dans l'air expiré, pardon. Donc en gros, l'oxygène qui est resté à l'intérieur des poumons, il est remplacé en fait par le CO2 et l'eau et la vapeur d'eau qui va, elle, sortir. Dans le corps, l'oxygène a réagi chimiquement pour former du CO2 et de l'eau. Donc, tout l'oxygène qui est rentré dans votre corps, dans vos cellules, les cellules l'ont utilisé et avec cet oxygène, elles ont fabriqué de l'énergie et comme déchets, elles ont fabriqué du CO2 et de la vapeur d'eau. Donc tout ça, ça s'est passé dans votre corps quand vous avez fonctionné. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant le carbone, donc l'atome C du gaz carbonique, et l'hydrogène H de la vapeur d'eau sont presque absents dans l'air inspiré et apparaissent en quantité importante dans l'air expiré. Donc il y a des atomes en plus, hein, dans l'air inspiré, il n'y a pas de carbone qui vient, il n'y a pas d'hydrogène qui vient, par contre dans l'air qu'on expire, il y en a. D'accord? Et ça vient d'où? Le carbone qu'on va et l'hydrogène qu'on va expirer, ben, ça vient de là. Dans le corps, lors de la respiration cellulaire, l'utilisation et la combustion de nutriments issus de la digestion aboutissent à l'apparition du carbone et de l'hydrogène dans le gaz de l'air expiré. Donc, pour faire simple, si on veut résumer un peu tout ça, quand on expire, on perd du poids. On perd des atomes de carbone, on perd des atomes d'hydrogène, et donc, si on fait rien d'autre que juste respirer, qu'on ne bouge pas, que rien d'autre se passe, on va quand même perdre du poids pendant la nuit, par exemple. Donc, si vous aviez une balance très précise au moment où vous vous couchez et que au moment où vous vous levez, plusieurs heures après, vous vous pesez avec cette même balance très précise, si vous n'avez pas été aux toilettes entre deux, eh ben, vous aurez perdu du poids. Et ce poids, il sera perdu parce que vous avez expiré des atomes de carbone et d'hydrogène. D'accord? Alors, je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros, voilà, pour faire simple, donc peut-être, je retourne juste en dessus sur le schéma. Donc pour faire simple, en gros, on avait donc ces 78% d'azote, ils n'ont pas changé après l'expiration. On avait 21% d'oxygène, on se retrouve environ avec 15% dans l'air expiré. On avait presque zéro de CO2, on se retrouve maintenant avec 5% de gaz carbonique et on a environ 1% de vapeur d'eau. D'accord? Alors qu'avant, on n'en avait pas du tout. Donc voilà un petit peu ce qui se passe quand on inspire, quand on expire. Il y a ici l'oxygène qui va diminuer, plus de gaz carbonique et plus de vapeur d'eau
dans l'air une fois qu'on aura expiré, sorti de notre corps. Ok. Donc voilà un petit peu les choses. Encore une fois, si on veut aller plus loin, on peut prendre carrément les formules chimiques. Je l'explique rapidement pour ceux qui veulent. Si vous ne comprenez pas ça, c'est pas grave. On vous dit la réaction de la respiration cellulaire. Donc quand on a une cellule, on va lui donner quoi? On va lui donner ça. Ça, c'est du sucre. Hein, c'est 6H12O6. C'est la formule chimique pour parler du sucre. Donc ça, c'est ce que vous allez manger. On rajoute de l'oxygène, donc de l'O2. Et tout ça, ça va donner quoi? Ça va donner des déchets, donc du CO2, de l'eau, et puis vous pouvez quand même marquer plus énergie, hein, parce que la cellule ne fait pas ça pour rien. Elle crée bien sûr ces deux déchets qui vont devoir être éjectés, et bien sûr elle fait tout ça parce qu'elle veut garder de l'énergie. D'accord? Donc un sucre et 6 oxygènes, ça crée 6 gaz carboniques, plus 6 eau, plus de l'énergie, encore une fois, plus de l'énergie. Ok. Donc voilà ce qui se passe dans votre corps et voilà pourquoi on respire, hein, parce que on a besoin de pouvoir faire ces réactions chimiques, on a besoin d'oxygène ici pour faire ces réactions chimiques et on mange. Pourquoi? Parce que de nouveau on a besoin de nourriture, on a besoin de sucre pour faire ces réactions chimiques. Donc ces deux choses-là ensemble, ça fait que les cellules peuvent vivre, hein, c'est pour ça qu'on appelle ça la respiration cellulaire. C'est comme ça que vos cellules fonctionnent. Alors la dernière page, la page 14, malheureusement, ça devrait être justement cette dissection du poumon qu'on devait pouvoir faire ensemble pendant 2 heures de manière vraiment cool. C'est une super dissection à faire. Ce que je vais faire pour l'instant, c'est que je vais la laisser tomber, on va la garder de côté. J'espère qu'on arrive à retourner à l'école d'ici la fin de l'année. Et si c'est le cas, on reprendra cette dissection au retour parce que c'est vraiment sympa de la faire. Sinon, j'essaierai d'en trouver peut-être une en vidéo qu'on pourrait peut-être que je peux peut-être vous montrer. Mais gardons espoir pour l'instant, on la garde en réserve pour une prochaine fois. Donc ça veut dire qu'il nous reste uniquement les feuilles de synthèse à travailler maintenant vite fait ensemble. Et puis, j'ai un petit devoir à vous demander pour la prochaine fois pour introduire le chapitre sur la digestion. Mais je vais d'abord commenter ces feuilles de synthèse. Donc les feuilles de synthèse, ça résume un petit peu ce qu'on a déjà vu. Donc je vous rappelle la ventilation, donc comment est-ce qu'on fait pour respirer. Donc on a ici de l'air qui passe par la trachée, qui rentre dans les bronches, dans les bronchioles et finalement dans les alvéoles. Dans les alvéoles, on fait l'échange de sang, on fait l'échange d'oxygène et de CO2 avec le sang, qui est dans les capillaires qui passent autour, d'accord? Donc ça, c'est ce qu'on a tout discuté ces dernières semaines. Je vous laisserai lire tout ça, je crois qu'on a compris un petit peu le concept. Ici, on reprend cette même image avec le diaphragme en plus gros, ça peut être pas mal peut-être pour réviser de reprendre cette forme-là. On voit que dans les poumons, hein, c'est ici qu'on vient faire l'échange avec l'alvéole et le capillaire sanguin. Donc c'est là où on fait les échanges que j'ai rappelé au début du cours. Et ailleurs dans le corps, quelque part dans les muscles ou peu importe où, on a cet échange inverse qui se passe avec les cellules. Donc on donne de l'oxygène aux cellules et les cellules redonnent du CO2 dans les capillaires. Donc là aussi, je vous laisserai relire un peu tout ça. Et pareil, s'il y a des questions, s'il vous plaît, posez-les en dessous de la vidéo ou posez-les dans votre cours, que je puisse y répondre la semaine prochaine. Et donc une dernière chose avant de vous laisser, j'aimerais si possible pour la semaine prochaine que vous preniez déjà le chapitre 12, vous devez l'avoir dans votre classeur quelque part. Ceux qui ont le classeur à la maison, vous avez à la page 3 cette silhouette qu'on avait déjà utilisée dans les chapitres précédents. Et cette silhouette, c'est de nouveau le même principe. Le but, c'est de pouvoir faire un schéma avec comment toi tu penses maintenant qu'est le système digestif. Donc, si je te parle de ce qu'il faut dans le corps de quelqu'un pour pouvoir digérer, qu'est-ce que tu dessines? Donc, on avait déjà fait l'exercice avec d'autres, avec le système cardiaque. Mais j'aimerais te demander maintenant d'essayer de faire l'exercice avec le système digestif. Bien sûr, tu peux tricher, bien sûr, tu peux aller chercher des images sur Internet. Voilà, c'est libre à toi, je ne peux pas vérifier ça. Moi, j'aimerais bien, si possible, que tu joues le jeu et que tu essayes sur ce schéma-là de dessiner dans ton classeur tout ce que tu penses qui est utile pour pouvoir faire la digestion. Donc, tu commences ici, tu me dessines tout ce qui devrait être utile pour digérer les aliments quand tu vas manger quelque chose. Et puis, si tu le fais avant vendredi,
ben, tu me mets une photo de ça, ou bien tu me réuploades le PDF, ou tu te débrouilles pour que je puisse recevoir ce dessin que tu as fait avec tous les systèmes dedans. Et puis ben, moi, du coup, je prendrai le temps de reprendre vos dessins pour introduire le prochain cours la semaine prochaine sur la digestion. Donc, s'il te plaît, essaye de le faire. Plus j'en ai, plus ce sera intéressant. Hein, si j'en ai deux qui ont fait un dessin, ben, ce ne sera pas très intéressant. Et puis, ben, si tu copies exactement le dessin de la feuille de synthèse, ben, fais-le pas, parce que c'est pas ça le but. Hein, le but, c'est de savoir, avant qu'on fasse le cours, comment est-ce que tu te représentes le système digestif. Donc, je compte sur toi. Je te mets le PDF dans le cours, dans les devoirs. Donc, tu peux aller chercher directement même cette silhouette si tu la retrouves pas. Je te la mets dans les devoirs. Tu peux essayer après de la compléter chez toi et puis de me renvoyer tout ça bah, d'ici jeudi soir. Et puis comme ça, moi, vendredi, j'ai le temps encore de trier tout ça. Si tu l'envoies en retard, ben, j'essaierai, hein, si j'ai le temps encore ce week-end, de l'inclure dans la prochaine vidéo. Je ferai au mieux. D'accord? Mais vraiment, je compte sur toi. Page 3 du chapitre 12. Hein, chapitre 12 sur la digestion, la page 3, tu la prends et tu la complètes au mieux avec ce que tu penses qui se passe dans ton système digestif avant qu'on fasse le cours. Donc, c'est ce qu'il y a dans ta tête maintenant, avant qu'on le fasse pour de vrai. D'accord? Ce serait hyper cool. Si tu veux, tu peux mettre ton nom. Si tu veux une dédicace sur la prochaine vidéo YouTube, avec plaisir. Voilà, je te souhaite une bonne fin de semaine, enfin une bonne semaine, et puis j'espère que ça s'est bien passé. Et puis n'hésite pas, oublie pas dans les commentaires de la vidéo ou sur le cours de mettre tes questions, les choses que tu as, etc. et de me rendre avec ce schéma. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.